important pour s'intéresser à ce personnage. Alors pourquoi, me direz-vous, a-t-il pu disparaître s'il a joué le rôle que vous dites, hein, ce rôle aussi important que vous dites, vous, Michel Krimpert, a-t-il pu disparaître de la mémoire collective? Alors moi, j'ai essayé de réfléchir à cette question, parce que c'est la première question que je me suis posée quand j'ai découvert ce personnage. Mais comment se fait-il? Je suis alsacien, j'ai fait une partie de mes études à l'université de Strasbourg. J'ai d'ailleurs certains de mes anciens camarades de faculté qui ont eu la gentillesse de venir, ils m'ont fait l'amitié de venir me rejoindre ce soir. Donc l'un le plus vu depuis... bon. Plus entendu parler de ce personnage, tout simplement parce que tout a été organisé après sa mort pour le faire disparaître de la mémoire collective. Et vous allez dire, tu fabules, hein, ne versons pas dans la paranoïa. Je m'expliquerai aussi sur ce point-là. Pourquoi? Parce qu'en 1947, en fait, il se passe, au moment où Rosset subit son procès, on est en plein dans une période totalement hystérique, hein, dont on n'a plus idée aujourd'hui. Hein, plus idée aujourd'hui de ce qu'ont pu être les procès politiques de cette époque. Hein. Moi, j'ai à titre personnel connu d'autres conflits, notamment le conflit algérien, qui se sont accompagnés de comparutions devant les tribunaux, mais en tous les cas, de ce que j'ai connu moi personnellement dans les années 60, rien de comparable avec l'hystérie qui a régné en 1947, où a régné une épuration totalement aveugle, hein, bien dénoncée depuis, parce que mieux connue aujourd'hui, notamment, je dirais, au travers du livre d'historien et de juriste hein, de M. Renaud, hein, historien du Bas-Rhin. Enfin, donc, une période où on a voulu systématiquement occulter hein, tout ce qui a pu se passer de positif hein, pendant la période de l'occupation. Et donc, le deuxième motif, il est directement lié à ça, c'est que en 1945-47, quand Rosset va se présenter aux autorités françaises, après dans des circonstances que je vais vous raconter, il est d'emblée accusé de collaboration avec les nazis. Ça suffira en fait à conduire à sa condamnation pénale, puisque le 20 mai 1947, hein, après être comparu devant une cour spéciale de l'épuration, hein, pas une cour d'assises ou un tribunal spécial de l'épuration, qui s'appelle la Cour de justice de Meurthe-et-Moselle, il est condamné à 4 peines. La première, 15 ans de travaux forcés. Il ira jusqu'au bout, puisqu'il va mourir au bout de 4 ans. La déchéance de ses droits civiques, hein. Donc, autrement dit, l'indignité nationale, et ça, il subit cette condamnation à vie, à l'instar de M. Sturel, hein, du député alsachois du Haut-Rhin, Sturman. Il est condamné à la confiscation personnelle de ses biens. Bon, il va arriver, après beaucoup de procédures, à en mettre une partie de côté pour son épouse, parce qu'il est marié, mais la Cour de 47 le condamne donc à la confiscation de ses biens. Voilà, donc les 3 peines principales, et j'ajouterai une 4e annexe, hein, l'interdiction de mémoire, en fait. Parce que de ce jour-là, son nom devient complètement tabou hein, dans les médias. Les médias qui s'étaient manifestés au moment du procès, hein, pas seulement ceux qui lui étaient opposés, hein, pas seulement les journaux qui étaient ses adversaires politiques, même les journaux sympathisants de la cause de cette époque, vont se sentir obligés de rentrer dans une espèce d'omerta, pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir si vous voulez. Mais pour l'instant, je constate, et je constate donc que cette condamnation, en fait, s'est accompagnée en même temps d'une campagne de presse totalement hystérique. Totalement hystérique, parce qu'ils sont au moins 2 catégories de journaux à hurler purement et simplement son lynchage. Hein. Pas de grâce pour Rosset, on tue Rosset. Enfin, bon, ça c'est des titres que je n'invente pas, ils sont dans mon livre, hein, avec des facsimilés des journaux en question
keine Gnade für José, donc à tout prix, donc la presse communiste d'abord et la presse socialiste aussi, sudiste en fait, empruntent ce cheval de bataille. Et alors la presse communiste, et je ne veux pas être accusé ici d'anticommunisme sommaire, hein, mais d'autant plus virulente quand, jusque à la guerre, les communistes n'étaient pas loin des positions autonomistes. Ils étaient même au-delà des positions autonomistes, puisque il y avait deux partis communistes avant la guerre, hein, en Alsace. Le parti communiste, je dirais, officiel, le PCF, hein, affilié à l'internationale communiste de Moscou. Et il était né un deuxième parti communiste dans les années 30, hein, qui s'appelait die Kommunistische Partei Opposition, hein, dirigé notamment un moment par le maire de l'époque des années 30 de Strasbourg, Charles Hubert. Ces deux partis communistes étaient sur une ligne complètement autonomiste, voire, je dis, indépendantiste. Hein. Maurice Thorez lui-même disait jusqu'en 1938, 38 justement, il va changer d'avis, mais jusqu'en 1938, Maurice Thorez, donc vous savez, qui était le leader historique, hein, de ce parti communiste, va aller jusqu'à réclamer le droit à l'autodétermination du peuple alsacien. On entendra ça plus tard, on parlera de l'autodétermination du peuple algérien, mais c'est sur cette position-là que se trouve le Parti communiste. Et pourquoi? Et il se trouve qu'en 1947, le Parti communiste est dans des positions complètement antinomiques. Pourquoi? Parce que dès 1939, vous savez, il se passe un événement, je vous l'ai peut-être, qu'il se passe un événement historique de première importance, puisqu'il y a des facteurs essentiels de déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, c'est le pacte germano-soviétique. En effet, en 1939, Staline signe avec Hitler un pacte donc, de non-agression qui va avoir des incidences très très importantes, aussi bien sur le plan politique intérieur que sur le plan de la politique internationale. Sur le plan de la politique internationale, ça garantit Hitler en 1940 qu'il ne subira pas d'attaque de la part de l'Union soviétique. Hein. Et sur le plan de la politique intérieure, ça conduit dans un premier temps à l'interdiction du Parti communiste français. Or, la première chose que vont faire les nazis quand ils vont arriver à Paris, après l'occupation, enfin, de début de l'occupation en 1940, ça a été d'interdire tous les journaux français, à l'exception d'un seul, l'Humanité. Le journal L'Humanité va en fait être publié officiellement jusqu'au 21 juin 1941. Là, vous voyez, chaque jour trompe et compte. Bon, je fais effort de ne pas me mêler les pinceaux dans les dates. Pourquoi le 21 juin 1941? Parce que pour ceux qui sont intéressés à l'histoire de la guerre mondiale, savent que ce jour-là, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, ce qu'on appelle l'opération Barbarossa, c'est-à-dire qu'il déclenche l'invasion de l'Union soviétique par les forces du Troisième Reich et plus largement par les forces de l'Axe. Et de ce jour-là, en effet, du coup, les communistes français, alliés, ils étaient précédemment, hein, alliés de fait, hein, mais aussi de conviction, hein, au parti nazi, vont effectivement rentrer dans la clandestinité, parce que du coup, ils deviennent adversaires, hein, du mouvement hitlérien. Et donc ça, cette situation-là, le fait que pendant 18 mois, en fait, le Parti communiste français a eu cette attitude de complaisance vis-à-vis du nazisme, les communistes français vont évidemment tout faire pour le faire oublier. Hein. Et on voit très très clairement que, en étudiant les textes, les documents, que dans l'acharnement de Rosset, il y a aussi eu cette tentative finalement réussie, hein, de vouloir faire porter un chapeau, quoi, un bouc émissaire qui leur permettait plus facilement de dissimuler, en fait, de masquer, hein, l'attitude collaborationniste, mais à 150%, hein, que les communistes français avaient pu avoir jusqu'au 21 juin 1941. Après on dira, oui, mais vous oubliez que c'est devenu le parti des 100 000 fusillés. En réalité, ils ont eu leur lot de fusillés, ils étaient 7500, des historiens sérieux et les plus nombreux, sont d'accord
avec ce chiffre. Ça n'enlève rien au fait qu'à partir de 1941, les communistes français rentrent dans la clandestinité, mais en tous les cas, en 1947, il y aura pas, en 1945, pardon, il n'y aura pas plus hurrah patriote hein, que les communistes. Il suffit de lire, je vous dis, leur presse de l'époque pour s'apercevoir de deux choses. La première, l'intensité, la haine, la pression qui a pu être développée à l'encontre de Rosset, et d'autre part, l'intimidation hein, auquel les amis politiques de Rosset étaient soumis. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que le Parti communiste est en quasi voie de disparition en France. En 1945, il représente encore 25% de l'électorat. Hein, 25, 27 selon les élections, mais jusqu'en 1950, bon, avant, le Parti communiste représente la principale force politique de ce pays. Ce n'est pas le premier parti pour le nombre d'électeurs, le NRP va le battre en 1945, mais tout de suite après, à 1946, 1947, jusqu'au déclenchement de la guerre froide, le Parti communiste a un pouvoir de pression absolument écrasant sur ces formations politiques qui étaient ses alliés en 1945. Le Parti communiste français participe à la gestion politique du pays dans le cadre de ce qu'on a appelé le tripartisme, hein, en association avec d'une part les socialistes de la SFIO, mais aussi avec le Parti chrétien-démocrate, le MRP de l'époque. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire sur la pression que les communistes ont fait régner sur l'ensemble de la presse et sur l'ensemble de l'opinion, qui était un des éléments, à mon avis, un des éléments majeurs. Hein. Au point qu'un homme dont je vais parler tout à l'heure, qui s'appelle Robert Schuman, en a été quasiment neutralisé. Mais je reviendrai tout à l'heure sur la personnalité de Robert Schuman. Et puis alors, ajouter à cela, la disparition de la presse autonomiste d'avant-guerre, hein, interdite dès 1945, était sans doute le facteur déterminant. Parce que quand je disais que la Volkspartei avait pu atteindre jusqu'à 40% et l'ensemble des partis associés autonomistes ou autonomisants associés jusqu'à 60%, c'est aussi parce qu'ils étaient soutenus par une très puissante presse. J'ai fait une évocation rapide de l'Alsacia, qui jouait un rôle majeur à cet égard, mais la presse a été très présente dans le débat politique dans ces années-là. En 1945, elle est purement et simplement interdite, interdite, et les autorités n'autorisent la renaissance que d'un nombre très limité de journaux qui vont être, dont les conditions de parution vont être tout à fait contrôlées. J'ai évoqué sa condamnation par la cour d'appel, par la cour de justice de Nancy, je ne reviens pas là-dessus. Alors, me direz-vous, pourquoi, et maintenant on va arriver au nœud du débat, qu'attend notre ami, notre hôte accueillant, il a annoncé, hein, c'est, bon, en fin de compte, pourquoi est-ce que vous, Michel Crépert, considérez, mais je vais tout de suite ajouter avec beaucoup d'autres, considérer cette condamnation comme injuste, enfin, en tous les cas, avec un nombre de personnes dont le nombre va croissant. Voilà. Mais d'abord, parce que si j'en viens à la personnalité de Joseph Rosset, telle qu'elle m'est apparue au travers des différents documents, donc, dont je disais une partie inédite, et grâce à Madame Bulguer, j'ai notamment pu lire, avec beaucoup d'émotion, je ne cache pas, à la fois des lettres, mais Christian Westhoff en avait déjà procuré un certain nombre, mais aussi ce que Rosset appelait ses notices, c'est-à-dire que pendant toute sa période d'occupation, quand il a été journaliste, et de façon extrêmement méthodique, et avec les moyens du bord, si vous voulez, il va faire tout un ensemble de journaux et de dossiers, à la fois pour expliquer le quotidien, hein, qui traverse dans les différents bagnes dans lesquels il sera emprisonné, mais aussi pour évoquer toute une série d'événements qui se produisent à l'extérieur de la prison. Et donc, au travers de ces documents, j'ai découvert un homme profondément antinaziste. Il est antinazi par plusieurs aspects de sa personnalité et de ses conceptions. Il est d'abord antinazi philosophiquement. C'est-à-dire que philosophiquement,